On va ouvrir véritablement avec la première table ronde. Si les intervenants veulent me rejoindre, ça sera avec plaisir. Et donc, on s'est dit qu'on allait construire en deux parties. D'une part, ceux qui ont inventé la démocratie en santé. Et Didier a évoqué les militants des années SIDA, donc les années 80, avec un renouvellement également, rappelez-vous, avec les états généraux du cancer. Donc il y a eu tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Les historiques sont parmi nous, et d'un des historiques, c'est Christian Saout. Le 1er décembre 2021, on a organisé une grande soirée à l'école de médecine à Odéon, où on a fait venir les anciens, avec même des personnalités comme Jean-François Delfraissy, ceux qui étaient de cette dynamique et qui ont porté au maximum la démocratie en santé et qui ont aussi constaté quelquefois son échouement pendant la période de la pandémie. Donc, on a voulu aussi avoir la diversité des points de vue. Je donne la parole de suite à Christian Saout, en le remerciant à la fois de son amitié, de ses engagements, également de ce qu'il a mis en place à l'HAS, où il y a une vraie représentativité à travers la consultation des personnes concernées dans les décisions qui sont prises par la haute autorité. C'est toujours un plaisir de te rejoindre, tu le sais. Il apprécie. Bon, il y a 7 jours dans la semaine, donc je vais me limiter à 7 remarques. La première, c'est que j'ai eu peur, Paul Loup, quand vous avez parlé d'autonomie, parce que c'est bien, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai toujours peur qu'on soit en retrait sur autodétermination, parce qu'au fond, mais c'est probablement ce que vous avez voulu dire, l'autodétermination de la personne, parce que je trouve qu'il y a un écart, et je pense que M. Milan, vous en conviendrez, entre les lois relatives au domaine social et médico-social, qui posent bien l'idée de l'autodétermination de la personne, et le point jusqu'où nous ne sommes pas allés en 2002 dans la loi relative aux droits des malades, où on n'a pas parlé de cette question d'autodétermination de la personne. Et le temps filant, tous les textes relatifs au domaine sanitaire n'ont cessé que de cultiver la question de l'autonomie. Et je trouve qu'il y a des glissements de perception entre les sujets, alors que cette question de l'autodétermination est assez forte dans ce que tu peux écrire, Emmanuel, qu'on se réfère à n'importe lequel de tes ouvrages. On trouve cette question de l'autodétermination et je pense qu'il faut qu'elle soit extrêmement présente et qu'elle couvre un peu ces travaux que vous avez l'ambition de conclure le 3 juin, si j'ai bien retenu, donc nous serons nombreux au Théâtre Tu pourras Antoine. retenir déjà la date. Juste Voilà. pour parenthèse, Christian Saout est magistrat, donc vous comprenez mieux aussi son approche du sujet. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était la question des nouveaux droits, qui est un peu, un peu comme ça dans la thématique que vous avez envisagée. Alors, je suis toujours un peu embarrassé avec ça, parce qu'il faut user de la loi avec une juste mesure. Et j'aurais peur qu'on rajoute des droits encore à la loi du 4 mars 2002, bon, même si je vois bien qu'il y a des domaines où c'est évidemment assez utile de le faire. La question de l'accompagnement en santé, avec effectivement la montée des maladies chroniques, avec le virage ambulatoire, comme on l'appelle. Cette question de la continuité des soins, des ruptures dans le parcours de soins est une question importante. J'ai entendu esquisser l'idée d'un référent de parcours qui pourrait être une solution. Mais il faut que vous ayez les uns et les autres la mesure que nous avons beaucoup échoué sur ce sujet, y compris moi-même, puisque j'étais à l'initiative de la reconnaissance des projets d'autonomie des malades dans la loi Touraine, et que je vois bien que tout ça n'aboutit pas. Et quand ça n'aboutit pas pour les patients, pour les usagers, ça tourne à la revendication d'un droit. Et je me demande si cette fois-ci, nous allons pouvoir résister effectivement à la question de l'affirmation d'un droit à l'accompagnement des malades, parce que la colère est très forte parmi les patients qui ne trouvent pas en pratique les réponses qu'ils attendent, et le détour par l'affirmation d'un droit peut être une tentation. Le deuxième point sur ces nouveaux droits, c'est tout ce qui a trait au numérique, une question vraiment très très importante. Je ne comprends pas toujours que la collecte des données de santé personnelle ne justifie pas un retour obligatoire vers le patient. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on pourrait collecter sans justifier d'un point de retour, et d'un point de retour qui comble les questions évoquées par Paul Loup de littératie, notamment la littératie électronique en santé. Si c'est pour me rendre mes données brutes sans que je puisse les lire ou me les réapproprier, ça n'a pas grand intérêt. Donc ces deux questions-là, de l'accompagnement
et des droits dans le numérique en santé. Je ne parle pas de la sécurité numérique, qui est aussi un autre sujet encore. Ça me paraît important. En revanche, le sujet qui, pour moi, constituerait une ligne rouge, c'est celui que vous allez évoquer tout à l'heure à 16h20, précise, quand je serai parti, ce qui vous évitera de me voir fort en colère. C'est cette histoire de droits et devoirs. Bon sang de bonsoir, je vais encore devoir pousser un cri. Les droits des malades qui figurent dans la loi sont des droits fondamentaux pour lesquels il n'y a pas de négociation possible. Qu'est-ce que vous voulez m'inventer comme devoir sur le droit au consentement? Que je fasse mon consentement en français, que je fasse mon consentement poliment, que je fasse mon consentement en 3 lignes, que je fasse mon consentement les pieds au mur. Il n'y a pas de négociation possible sur les droits fondamentaux. Il en va tout autrement sur les droits créances. Et si c'est pour nous dire que les patients doivent être polis dans le système de santé et ne pas brailler, oui, mais ça, c'est des règles de politesse, c'est des règles de convivialité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a voulu faire dans la loi du 4 mars 2002, qui sont des droits fondamentaux. Enfin, je ne vais pas demander à Emmanuel de vous rappeler quand même l'origine sinistre du droit au consentement dans une république comme la nôtre, après l'épreuve que nous avons vécue avec les médecins nazis dans les camps. Donc il n'y a pas de négociation possible sur le droit au consentement. Il n'y a pas d'obligation en face. Ça ne peut pas exister. Donc, alors, ce n'est pas que dans le sondage que vous avez fait, hein, je ne vous en veux pas d'ailleurs, ça traduit la vérité de la parole des gens qui ont été écoutés, mais c'était également présent dans une enquête faite par la PHP et présentée le 4 mars dans un colloque en salle Larocque. Donc voilà, probablement faut-il réfléchir à la question de nouveaux droits, mais avec prudence, et je pense que le sénateur Milon trouvera que je me suis décidément arrondi et transformé en parlant de prudence. Juste Troisième point. sans interrompre ta personnalité que tu es, dans la loi du 4 mars 2002, il est dit qu'on a aussi des devoirs par rapport au système de santé. C'est oui. Cette notion, non, mais c'est un point à prendre en compte. Il y a une réciprocité. S'il y a des droits, il y a des devoirs. Et on l'a vu aussi. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais voilà, on ne va pas. Non, mais je me permettais. On va partir à un cours de droit. Après, je vais te faire droit et obligations des fonctionnaires, droit et obligations des collectivités locales, mais ce n'est pas le même registre. Tout à fait. Bon, troisième point. L'effectivité des droits. Il y a 7 jours. Hein, je vais aller plus vite. L'effectivité des droits. Oui, c'est un vrai sujet. Et le sujet, il est parlé partout, 20 ans après la loi du 4 mars 2002. Dans les principaux échanges que j'ai vécus ces derniers jours, oui, c'est une question extrêmement importante. Faut-il une commission compétente territorialement, une espèce de commission départementale des droits des usagers qui rassemblerait à la fois les EHPAD, le médico-social, parce qu'on a vu quand même avec cette affaire Orpea que ça le méritait, rassembler la ville, rassembler l'hôpital, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt hostiles à cette idée d'une commission territoriale parce qu'on diluerait les spécificités. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a une commission territoriale qu'il n'y a pas des sous-commissions thématiques. Hein. Quatrième point, l'effectivité de la représentation. Je suis confronté parfois à des gens qui me disent effectivement, je représente, mais je suis muet parce que je n'ai pas d'outils pour faire respecter ma voix. Quand on est un seul représentant dans une réunion de 20 ou 30 professionnels, c'est difficile de se faire entendre. Et quand on n'a pas pu se faire entendre, on n'a pas de voie de recours. Je l'ai dit, je le répète, il faut penser que c'est inéquitable, même à 2 usagers dans une réunion de professionnels, et qu'il faut savoir donner des droits spécifiques aux représentants des usagers en raison de l'asymétrie, de l'inéquité, pour rétablir l'équilibre avec les professionnels de santé. Faut-il un droit d'alerte, un droit de reddition, un droit d'interpellation? J'en sais rien, mais il faut travailler cette question-là, parce que sinon, toutes les critiques sur le tokenisme, la représentation alibi, vont revenir. Et ça va, je crois, affecter un peu la question. 5e point, c'est l'effectivité de la participation. C'est le sujet que nous n'avons pas abordé en 2002 parce qu'il n'était pas sur la table. Il était probablement dans les réflexions internationales, mais pas dans notre pays. Et puis, vous avez vu, la solution française a été de passer par l'écriture des droits, là où les anglo-saxons sont passés par la culture de la participation. La HAS a publié une recommandation sur la participation dans le système de santé, mais il n'y a pas de reconnaissance légale, et probablement cela se justifierait-il sans se lancer dans une écriture trop longue dans la loi et en passant la main aux autorités d'expertise qui peuvent écrire un certain nombre de choses sur des choses évolutives. Je pense que c'est très très important cette dimension participative pour tous, parce qu'il faut jamais oublier que ce qui est dans la loi du 4 mars 2002, c'est la représentation pour certains.
c'est pas mal, hein. C'est comme la démarche qu'on a eue dans d'autres domaines, notamment dans le droit du travail, de reconnaître le droit aux syndicats de pouvoir siéger, c'est une démarche importante. Mais ça n'interdit pas la participation au jour le jour, dans les actions de santé, dans les actions de prévention, etc. etc. Donc c'est très très important. Le 6e point, me semble-t-il, il intéresse le monde associatif. Je trouve que tout ça, c'est profondément amolli, c'est mou du genou. C'est quand même incroyable qu'avec autant d'associations déployées sur le système de santé, on doive attendre qu'un ouvrage paraisse sous la plume d'un auteur et que ça amène à une crise publique au point qu'on s'en saisisse et qu'on dise il faut faire quelque chose, il faut faire bouger les lignes. Mais je ne comprends pas qu'on en arrive là et qu'au fond, avec autant d'associations présentes dans ce pays, il ne se soit rien passé sur ce sujet des EHPAD, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. De là où je suis, qui n'est plus un endroit où je proteste, mais où j'observe et où je tiens compte, je vois les choses. Je vois bien les colères, mais je vois bien aussi combien elles sont limitées, combien elles sont modestes, combien elles ne portent plus le fer là où on devrait le porter assez souvent. Et je trouve ça dommage. Alors, on a parlé du rôle des associations, Didier Sicard en a parlé. Il faut dans ce cas-là aller jusqu'à reconnaître aux associations de patients, comme on a su le faire par le passé pour les associations de personnes handicapées ou dans le domaine social et médico-social, un rôle particulier et le financer à la juste hauteur. Vous ne pouvez pas demander, nous ne pouvons pas continuer à demander aux associations d'être les porte-parole des patients et des usagers du système de santé au nom de l'intérêt général, sans quelque part financer cette mission, leur donner les moyens d'être des observatoires et de contribuer à l'amélioration des politiques publiques. Et puis le 2e point sur ce réarmement associatif, j'en appelle à la parole de Stéphane Hessel, indignez-vous. Voilà, je ne retrouve plus dans la vie associative d'aujourd'hui, quand je la regarde, de communiqués de presse au titre un peu corrosif et à l'indignation de nature à faire bouger les choses. Mon 7e et dernier point, Emmanuel, et j'en aurai fini, c'est sur la question des États généraux. Beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il faut les faire. Mais oui, vous êtes en train de les faire. Je veux dire, au fond, la réunion du 3 mars, c'est l'aboutissement d'un processus qui vise à ce que se lève, à ce que soit reconnue une parole de citoyens autour des questions de la démocratie sanitaire. Je le pense. Je pense qu'il faut le faire dans un esprit de globalisation. Et je vous invite à utiliser plutôt le terme de démocratie en santé et à regrouper sous le même flambeau le social, le sanitaire et le médico-social, parce que nos vies ne sont pas saucissonnées, encore moins avec le temps des maladies chroniques, où on a un moment où on va plutôt bien, un moment où on ira plutôt moins bien en phase aiguë, un moment où on va se retrouver dans un établissement social ou avec un accompagnement médico-social. Il faut avoir une vision unitaire. Et quand même, le coup de 2002 est assez éclatant de ce point de vue-là. 2 janvier, une loi relative au social et au médico-social. 4 mars, une loi relative au sanitaire. Il faut essayer d'arriver à avoir une vision globale de l'ensemble de ces secteurs, parce qu'au fond, ce sont les mêmes principes, ce sont les mêmes droits fondamentaux qui sont à l'œuvre dans ce domaine-là, et il faut, je pense, essayer de les englober. Voilà les quelques brèves réflexions en 7 jours de la semaine, Emmanuel, que je pouvais vous proposer en contribution de vos travaux. Merci. Alors, vous pouvez d'ailleurs l'applaudir, ça lui fera du bien. Tout à l'heure, on va avoir la discussion, vous inquiétez pas, il y aura un échange quand on aura terminé cette première présentation. Non, tu seras là. Quand il parlait de l'horaire, c'est parce qu'effectivement, à l'horaire dit, 16h20, je ne sais pas si ce sera l'horaire dit, on révélera en quelque sorte les premiers résultats de l'enquête que tu as eu, j'allais dire, le privilège de pouvoir ausculter avec ton esprit critique, en voyant effectivement les points à discuter. Juste une observation avant de donner la parole à Yvonne Caillé. Je voulais dire que le constat que tu fais sur les associations qui n'ont pas été en capacité d'alerter sur des situations, l'équipe de l'espace éthique se l'est faite aussi. Parce que depuis qu'on est l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, donc depuis 2012 qu'on nous a confié dans le cadre du plan Alzheimer cette démarche, on voit bien ce qui se passe. Et on voit bien aussi celles et ceux qui font évoluer ou qui veulent faire évoluer et face à quelle entrave, j'allais dire. Ça, c'est le premier point. Mais quand tu regardes le peu d'attention qui a été portée à l'engagement éthique, notamment de structures comme les espaces éthiques
pendant cette période de pandémie, tu peux aussi t'interroger, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'éthique, qu'est-ce qu'on fait de la protestation aujourd'hui. C'est des questions politiques et démocratiques qui sont posées. Donc je voulais, de la même manière qu'effectivement on peut s'interroger sur la vivacité des associations au regard de l'histoire des années SIDA, où probablement ne se serait pas permis ce qui s'est passé pendant 2 ans, on doit aussi s'interroger, nous, en tant qu'espace éthique. Et c'est pour ça que refonder la démocratie en santé, pour nous, c'est aussi se réinterroger sur nos responsabilités. Je te concède le point, Emmanuel, je te concède le point. L'État n'a pas non plus été impeccable. Ce moment magnifique que nous avons vécu en 2002, où il y avait des colères dans la rue, dans les prétoires, et où l'État dit « je vais faire des États généraux » et est capable de se dire « je me transcende moi-même et je transforme une colère en proposition », c'est un miracle républicain. Mais il n'est pas interdit d'en faire un tous les 20 ans. On a, tout à l'heure, on verra avec Catherine qu'on a toute une énergie forte pour nous soutenir avec toi dans cette démarche.